Voilà, eh bien, nous sommes aujourd'hui à Le Ward et très précisément au centre minier. Nous allons donc passer cette semaine ici dans ce cadre magnifique du centre minier de Le Ward. L'émission du jour sera consacrée à l'emploi avec deux invités. Notre première invitée, Madame Isabelle Le Serre. Bonjour Isabelle. Bonjour. Donc Madame Le Serre est directrice du Cap Emploi Lille et Douaisis. Et vous êtes accompagné de Yvan Talpart, Yvan donc délégué régional de l'AGEFIP. Il nous expliquera dans quelques instants ce qu'est l'AGEFIP et tout ce que l'AGEFIP fait pour nous accompagner au quotidien dans le maintien dans l'emploi, mais aussi dans la reconversion pour les personnes qui ont été reconnues travailleurs handicapés. Ça va Yvan ? Super, Ludo, tu as tout dit, je peux m'en aller. Voilà, donc on va commencer par vous, Madame Le Serre. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas bien en fait le fonctionnement, on va dire que le Cap Emploi, c'est justement entre guillemets le pôle emploi du handicap, mais dans quelques temps, il va même y avoir rapprochement entre les deux identités, c'est ça ? Alors, réduire le Cap Emploi à une image de Pôle emploi du handicap, c'est en effet, comme je viens de l'indiquer, un peu réducteur. Le Cap Emploi accompagne à la fois des demandeurs d'emploi en situation de handicap, mais également des salariés qui sont en risque de désinsertion professionnelle pour raison de santé. Donc nous allons agir auprès des personnes en situation de handicap, quel que soit leur statut, demandeur d'emploi ou salarié, et nous agissons également auprès des entreprises pour les accompagner dans les sujets qui a trait à l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Pour ce qui est du rapprochement Pôle emploi, c'est déjà d'actualité, puisque notre département du Nord est aujourd'hui en phase de déploiement de ce rapprochement depuis le 1er janvier 2021, et les Hauts-de-France le sont depuis l'automne 2021. Donc c'est pas l'avenir, c'est le présent. Donc ça veut dire que dans quelques temps, il y aura une identité unique ? Alors non, on ne parle pas de fusion, mais bien de rapprochement. L'esprit de ce rapprochement, c'est sur un lieu unique d'accompagnement, de proposer aux personnes en situation de handicap une offre de services intégrés. C'est-à-dire que sur un lieu unique, la personne doit pouvoir accéder au bon service, au bon accompagnement, au bon moment, grâce à une coopération rapprochée entre les conseillers Cap Emploi et les conseillers Pôle Emploi, qui unissent leurs forces et qui unissent leur offre de services pour des parcours d'inclusion plus performants et plus sécures. Mais alors je me pose la question, il se passait quoi toutes ces années alors ? Rien, tout le monde le sait. Ce qui se passait, c'est que nous agissions chacun un petit peu de notre côté. On utilise toujours l'image du travail en silo ou dans des couloirs de nage, où on avait chacun notre spécificité et on communiquait, ma foi, assez peu entre nous. L'esprit, c'est que l'on puisse davantage travailler en manière collaborative, en amélioration continue également. Très concrètement, aujourd'hui, les conseillers Pôle emploi ont par exemple une très bonne connaissance des offres et mesures de l'AGEFIP et la mobilisent de manière plus importante et plus pertinente. Et au niveau des Cap Emploi, idem, nous avons une meilleure connaissance des outils et des mesures de Pôle emploi et nous sommes en capacité de les mobiliser de meilleure manière aujourd'hui. Alors justement, Yvan, j'allais vous poser la question. Aujourd'hui, ça va changer quoi pour vous, l'AGEFIP, que ces deux services se rapprochent ? Alors ça change beaucoup de choses, comme l'a dit très justement Isabelle. Aujourd'hui, finalement, les personnes en situation de handicap ont une offre globale d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on sort du silo, du couloir de nage, c'est une très très jolie expression. Voilà, donc la situation de handicap, elle peut ou pas générer un besoin de compensation. Donc elle peut générer l'expertise du Cap Emploi, mais pas forcément. Et on peut avoir à faire appel à des aides de droit commun que peut octroyer Pôle emploi très naturellement aux personnes. Donc aujourd'hui, finalement, les personnes vont bénéficier d'un diagnostic qui est, je dirais, mieux éclairé au regard de leurs besoins. Donc ça, c'est très important. Et donc, ça va changer quoi pour répondre à votre question pour l'AGEFIP ? Ça a déjà changé, Isabelle le rappelait. Depuis 2021, la mobilisation des aides de l'AGEFIP par Pôle emploi a été multipliée par 3 en région. Donc on a déjà un effet important, s'agissant des aides directes aux personnes, et également sur les prestations
d'accompagnement, d'expertise, des prestations qu'on appelle d'appui spécifique. On a un tiers de ces prestations sur le volet insertion qui sont mobilisées par les conseillers de Pôle emploi. Donc on voit qu'on a une montée en puissance progressive mais importante de Pôle emploi. Alors, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de dire que finalement, ça bénéficie mieux aux personnes en situation de handicap. Alors, on l'a tous en tête, AGFIP, obligation d'emploi, c'est tout de suite ce qui nous vient à l'esprit. Donc, vous, Cap Emploi, parmi vos rôles, parce que vous nous l'expliquiez tout à l'heure, vous étiez très large en matière de compétences, c'est aussi d'aller sensibiliser les entreprises à l'embauche de personnes en situation de handicap. Alors oui, on est sur ce sujet en action coopérative. La GFIP déploie également une action en ce sens. D'autres acteurs également. Nous avons tous, de toute façon, pour enjeu d'accompagner les entreprises dans leur démarche d'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap, avec des progrès notables que l'on note depuis la loi de 87. Le temps a passé, les actions menées ont montré leur pertinence et les fruits commencent à être collectés déjà depuis pas mal de temps. Nous accompagnons en effet les entreprises dans leur obligation d'emploi. On va essayer de dépasser même ce terme. On va accompagner les entreprises dans leur démarche d'accueil des personnes en situation de handicap, dans leur projet de recrutement ou dans leur difficulté de maintien à l'emploi de leurs propres collaborateurs en difficulté de santé. Les entreprises privées sont concernées par nos actions, mais également les établissements publics. Et on le précise toujours, quelle que soit la taille de l'entreprise, même si l'obligation pèse sur les entreprises de plus de 20 collaborateurs, les entreprises de moins de 20 collaborateurs bénéficient bien évidemment des services du Cap Emploi. Donc c'est de la formation, oui, de la sensibilisation, de l'accompagnement. On va également accompagner les collectifs de travail pour un accueil éclairé, bienveillant du handicap dans l'entreprise et bien sûr les parties prenantes de l'entreprise à l'interne comme à l'externe. Si on peut citer aussi les médecins du travail par exemple qui sont des acteurs incontournables de la santé au sein des entreprises, ce sont aussi des partenaires que l'on accompagne au quotidien. Alors il y a une question qui nous revient à nous régulièrement de la part des entreprises, c'est ah oui, vous demandez de prendre des travailleurs handicapés, mais quels sont nos avantages? Alors on voit pas le côté humain de la chose. La question qui nous est posée, c'est quels sont nos avantages? Je pense que ça, c'est un sujet qu'on a déjà abordé, Yvan Talpart, ensemble. Je pense qu'il ne faut pas le voir dans ce sens. On ne prend pas une personne en situation de handicap pour les avantages que ça peut apporter, mais tout simplement parce que cette personne a autant de compétences qu'une autre et elle a peut-être beaucoup plus de difficultés que d'autres à trouver du travail. Vous allez dans ce sens, vous trouvez que c'est plus difficile aujourd'hui pour une personne en situation de handicap de trouver du travail qu'une personne valide? Alors, je démarre et vous complétez, Yvan. Quand on regarde les chiffres, oui. Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est 2 fois plus élevé que pour les personnes valides. On voit, lorsque l'on observe toujours en termes de chiffres la typologie des personnes qui sont dans des obligations de reconversion professionnelle, des formations initiales un peu moins élevées que la moyenne des personnes valides. Donc on peut comme ça, objectivement, se dire qu'en effet, les difficultés sont plus prégnantes. La réalité, pour moi, est tout autre. Aujourd'hui, des entreprises qui refusent l'accès à l'emploi d'une personne en situation de handicap, je n'en connais pas. Je n'en connais plus. Le sujet qui se pose, c'est j'ai besoin d'une compétence. J'ai besoin d'une personne qui peut m'apporter une plus-value au sein de mon entreprise. Charge à nous de lui apporter la bonne personne. Voilà, qui est là. Et ensuite, le sujet qui se pose ensuite, c'est les moyens de compensation. C'est que, bien évidemment, si la personne a besoin de notre accompagnement, c'est qu'elle a besoin d'un accompagnement personnalisé, individualisé, elle a besoin d'outils de compensation. Et notre rôle, c'est d'être en ingénierie de solutions pour permettre à cette personne d'être la plus en adéquation avec le poste et que chacun soit heureux de ce recrutement. Alors, Yvan Talpart, il y a une activité qui aujourd'hui prend de plus en plus d'ampleur, c'est ce qu'on appelle l'alternance. Alors je ne sais pas si le mot activité est bien choisi, mais je vous propose, si vous le voulez bien, un reportage que nous avons fait il y a quelque temps justement sur Arras, où nous avons traité de l'alternance, et dans quelques minutes j'aimerais vous entendre à ce sujet.
J'en suis venue à l'alternance parce que j'ai dû faire une reconversion professionnelle suite à mes études, car je suis tombée malade pendant mes études, le jour du bac précisément. Donc suite à ça, j'étais 1 an à l'hôpital, donc mes études supérieures ont forcément été annulées. Donc de là, je suis partie sur la reconversion professionnelle, on va dire. Donc j'ai fait de longues recherches d'emploi et j'ai finalement trouvé ma voie en voulant faire de la fleuristerie. Alors en arrivant ici au CFA, j'ai été accompagnée par Christophe Minol. Donc il m'a orientée par rapport aux aménagements dont je pouvais avoir besoin durant les examens, durant le CAP, tout ça. Et ensuite j'ai eu un relais du coup avec Cap Emploi pour tout ce qui est la partie entreprise. Je suis le premier interlocuteur, donc l'objectif essentiellement d'intervenir avant l'arrivée en CFA, de manière à connaître la personne en situation de handicap et de pouvoir déterminer ses besoins de compensation, les adaptations qu'il sera nécessaire de mettre en place et, si possible, de faire tout de suite le lien avec les partenaires de l'emploi, donc le Cap Emploi, pour que cet accompagnement se prolonge grâce au Cap Emploi en entreprise. Alors l'accompagnement s'est passé positivement. Nous avons, on s'est mis autour d'une table, on en a échangé, discuté pour accompagner Margot au mieux, donc en CFA avec Christophe et moi côté entreprise. Lors d'un rendez-vous avec l'employeur, sensibilisation du handicap auprès de l'employeur, la mobilisation des aides de l'alternance à l'alternance de la GFIP et également le maintien dans l'emploi via la médecine du travail. C'est l'équipe pédagogique qui m'a informé de l'arrivée de Margot quand ils l'ont eu en cours, en atelier professionnel. Et de là, une info m'arrive et tout de suite, j'interviens. À l'époque, j'étais donc intervenant social et j'étais chargé de l'accompagnement social du handicap des personnes qui éprouvaient des problématiques différentes. Comme la fleuristerie devenait très difficile physiquement et psychologiquement, j'ai décidé d'arrêter après mon CAP. Et donc j'ai refait une reconversion professionnelle et là pour le coup j'ai trouvé la formation de BPGEPS en animation sociale. Donc je suis actuellement animatrice stagiaire dans un centre social et dans mon centre social avec mon public senior, je mets en place des activités florales où je leur apprends à faire des compositions piquées, des bouquets et je mélange avec des adolescents. Je fais de l'intergénérationnel pour apprendre mon ancien métier et elles sont super contentes. Elle a persévéré, elle a eu son CAP et après, elle s'est réorientée. Voilà, et en plus, on termine sur le jingle de la GFIP. Que demander de mieux? Yvan Talpart, l'importance de l'alternance? Alors, l'alternance, c'est un outil très important. Revenir peut-être sur ce que disait Isabelle à propos des personnes en situation de handicap. Souvent, on pense alternance et jeunes. Alors, l'alternance pour les personnes en situation de handicap n'est pas liée à l'âge. Donc ça, c'est un premier élément important à connaître, en tout cas pour les personnes. Le deuxième élément, ce que disait Isabelle, c'est le niveau de qualification. Souvent, des personnes en situation de handicap qui fait qu'elles sont plus sensibles au chômage. L'alternance, c'est une voie qui permet une qualification. Voilà, donc ça c'est un premier élément. On a une dimension de formation dans l'alternance. Donc on peut se qualifier, on peut travailler son employabilité. Ça c'est un premier élément. Le deuxième c'est qu'on le fait tout en travaillant. Donc ça permet à la personne d'acquérir des compétences professionnelles. Donc compétences et qualification en un tout. Ça c'est très important. Et donc ça résonne très bien pour les personnes en situation de handicap. Alors après il y a la question de l'employeur. C'est quoi l'intérêt de l'employeur, effectivement, sur l'alternance? Eh bien, un des intérêts forts de l'employeur, c'est de pouvoir finalement avoir une personne qui va un peu modeler, au sens positif du terme, modeler à ses attendus, à ses attentes par rapport à ses objectifs de production, etc. Donc on a quelque chose qui est de l'ordre du gagnant-gagnant pour l'entreprise et la personne, sachant que, par ailleurs, on est sur des dispositifs qui ont la voix en poupe, qui sont tout à fait aidés par les pouvoirs publics, par l'État, par le Conseil régional, par Pôle emploi. Donc on a des aides importantes, les aides également de la GFIP, qui permettent, et puis des dispositifs qui permettent de sécuriser le parcours de la personne, à la fois en emploi, par l'accompagnement de Cap Emploi notamment, mais également en formation, par des dispositifs qui sont mis en place pour sécuriser, faire en sorte que la personne puisse suivre la formation dans de bonnes conditions, comme l'emploi dans de bonnes conditions également. Alors j'allais vous poser la question,
Isabelle, en matière donc de... Cela, on vient de voir, personne, formation, on se retrouve en situation de handicap, on cherche un boulot, etc. etc. Mais il y a un deuxième volet que vous traitez qui est très très important. C'est la personne qui est déjà en poste, à qui il arrive un accident de la vie, accident, maladie, et qui du coup, du jour au lendemain, voit sa vie complètement bousculée et qu'il va falloir en fait trouver des solutions. Ça aussi, du coup, ça fait partie des casquettes de Cap Emploi. Oui, absolument. C'est agir à l'insertion professionnelle, mais aussi agir à éviter la désinsertion professionnelle. Cette image toujours de remplir une baignoire en espérant qu'elle ne se vide jamais, en fait. Donc, faire en sorte, en effet, que les salariés confrontés à une difficulté de santé, comme vous venez de l'évoquer, un accident professionnel, un accident de la vie domestique, une maladie, peut se retrouver dans l'incapacité de tenir son poste. Pour un employeur, c'est une perte de compétences, c'est une perte de savoir. Donc, c'est pour beaucoup d'employeurs une nécessité que de garder cette richesse au sein même de son entreprise. Et pour un collaborateur qui a peut-être eu 15 ans, 20 ans, 25 ans de boutique, un impérieux besoin de rester dans le métier qu'il aime tant et dans cette reconnaissance professionnelle. Donc nous allons agir en effet à trouver des solutions pour permettre aux collaborateurs d'être maintenus dans son entreprise. Alors parmi les solutions, il y en a une qui est portée justement par la GFIP. Est-ce que on peut employer le mot d'allocation pour justement ces personnes qui vont perdre, 50% de leur temps de travail, et l'entreprise va du coup trouver chez vous une compensation pour pouvoir maintenir la personne sur son poste ? Oui, alors, le premier élément fort, c'est l'accompagnement du Cap Emploi. Donc, ce qu'évoquait Isabelle, on a l'employeur, on a le salarié dans cette situation difficile, on a le service de santé au travail, et on a l'accompagnement de Cap Emploi. L'accompagnement de Cap Emploi, il va permettre d'éclairer un petit peu la situation. C'est un peu un audit. Un état des lieux général, voilà. C'est ça. Donc, ça permet d'éclairer la situation et de voir l'ensemble des champs du possible. Qu'est-ce qu'il est possible de faire ? Et souvent, les interlocuteurs sont tous de bonne volonté, mais chacun dans leur coin, c'est difficile de trouver une solution qui soit adaptée. Donc ça, c'est un premier élément, un premier travail qui est très important. Alors, pour accompagner ce travail, on a des aides. Vous évoquez l'aide de maintien en emploi, c'est une aide forfaitaire qui permet effectivement de donner un peu d'argent pour être et se mettre dans des conditions de recherche de solutions sans qu'il y ait de perte financière. Ça, c'est un premier élément. Et puis ensuite, on peut, la solution, ça peut être un aménagement de la situation de travail, un aménagement de poste. Donc là aussi, on peut dépêcher en situation une équipe d'ergonomes qui va intervenir, qui va étudier la situation et mettre en place les matériels de compensation ou l'organisation compensatrice qui va permettre de maintenir la personne à son poste. Et ça aussi, c'est financé par la GFIP. Donc c'est le Cap Emploi qui gère tout ça, qui s'occupe de l'ensemble des éléments un peu administratifs et financiers sollicités auprès de la GFIP, qui permettent finalement à l'employeur, aux salariés, de rester dans des conditions optimum par rapport au poste. Et on peut aller jusque après un AST, quand les choses, quand on a, il reste une perte de productivité, on peut aller jusqu'à la mobilisation de la reconnaissance de la lourdeur du handicap, qui est un droit qu'on peut octroyer à l'entreprise quand il y a une perte de productivité. D'accord. Alors justement, on parlait des entreprises, elles sont aujourd'hui de plus en plus nombreuses à faire appel à des personnes en situation de handicap. Je pense que les tabous sont en train de se lever les uns après les autres. Et on a une grosse entreprise ici, en Hauts-de-France, qui s'appelle Bonduel. C'est un exemple que je vais vous raconter en images, si vous le voulez bien. Créé en 1853, le groupe Bonduel est aujourd'hui présent à l'international avec 14 600 salariés. Le leader international dans la transformation des légumes accorde une place très importante aux personnes en situation de handicap, comme nous l'explique Priscilla Federpil, coordinatrice de la mission Handipol. Chez nous, nous sommes convaincus que la diversité est une réelle richesse et qu'il faut la cultiver. Et pour ça, en matière de handicap, nous sommes engagés depuis de longues dates, puisque officiellement, nous sommes sous accord pour encadrer notre politique handicap depuis 2006. Notre engagement, il va se construire autour de 5 axes prioritaires. Le premier, ça va être le recrutement. Le deuxième axe, ça va être tout ce qui est intégration, formation. Le troisième axe, c'est le maintien dans l'emploi. Le quatrième axe, c'est la relation avec le secteur adapté. Et le cinquième axe, ça va être tout ce qui est communication interne, sensibilisation des équipes. Priscilla Federpil est également référente du réseau handicap à la GFIP et nous explique ce que cela lui apporte.
Alors, faire partie de ce réseau, ça apporte beaucoup de partage, beaucoup d'échanges. C'est une source d'apprentissage énorme. Ça nous permet d'avoir connaissance des différentes solutions sur les différentes thématiques du handicap qui existent. Parce qu'il faut le dire, il y a quand même un sacré nombre d'acteurs sur le sujet aujourd'hui. Accidenté en 1997 suite à un accident de football, Stéphane a subi 18 opérations en 9 ans. Blessé à la jambe droite et reconnu travailleur handicapé, il a aujourd'hui trouvé sa place au conditionnement chez Bonduelle. Bon, j'ai déposé mon CV comme tout le monde. Oui, j'avais une reconnaissance Cotorep à l'époque. Je l'ai mentionné parce que avec le RH, et puis bon, il y a vu que c'était mentionné dans mon CV. Et aujourd'hui, ouais, on fait partie de l'équipe comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis conducteur de ligne comme mes collègues conducteurs de ligne. Il n'y a pas de différence, on fait le même métier, le même boulot. Stéphane est également référent handipol au sein du site de Renescure. L'occasion pour lui d'apporter son aide aux autres. Je suis actuellement aussi référent handipol. Je me suis porté volontaire pour faire un stage de 15 jours au Papillon Blanc d'Asbrook pour pouvoir être formé autour des personnes qui viennent des ateliers protégés. Mais après que c'est acquis, c'est acquis. Ils n'ont plus besoin de moi. Vous savez, c'est ça, il faut prendre le temps de leur expliquer. Mais après, c'est du bonheur. C'est du bonheur. Le groupe Bonduelle est l'exemple même que l'on peut accorder une grande place à l'humain et à l'inclusion, même dans un groupe d'une importance internationale. Voilà, retour plateau avec Isabelle et Yvan. Isabelle, les entreprises sont de plus en plus nombreuses maintenant à faire confiance aux travailleurs handicapés, parce qu'il y a encore quelques temps, c'est quand même un sujet tabou. On avait peur de prendre une personne en situation de handicap, et on se rend compte que les mentalités sont en train de changer. Oui, je dirais même qu'elles ont changé déjà depuis un petit bout de temps, tout de même. Quand on regarde l'obligation d'emploi, sous couvert d'Yvan, je crois qu'aujourd'hui, seuls 10% des entreprises ont vraiment aucune personne en situation de handicap de déclarer. Le taux, je crois, était à 30% il y a à peu près 10 ans. Donc on peut se dire tout de même que les efforts ont été réels. De plus, avouons-le, on est aussi aujourd'hui dans une époque où il y a pas mal d'opportunités d'emploi, donc il y a un vrai effet d'aubaine qui bénéficie aux personnes les plus fragilisées, y compris les personnes fragilisées par un handicap. Et puis, depuis pas mal de temps, la logique RSE également a fait son œuvre auprès des entreprises. Donc on a aujourd'hui beaucoup d'employeurs qui ont compris leur intérêt à être ouverts à la diversité dans sa globalité et de pouvoir accueillir les personnes en situation de handicap qui sont présentes dans notre société. Alors, pour conclure en fait cet entretien, je pense que aujourd'hui, c'est important pour l'AGFIP d'être présent dans cet accompagnement, que l'on soit l'accompagnement de Cap Emploi, mais vous accompagnez d'autres structures. On parlait tout à l'heure des centres de formation qui justement ont aussi un grand rôle à jouer. Je pense également au CFA. On a eu tout à l'heure un reportage qui nous emmenait sur le CFA d'Arras. On voit à quel point votre accompagnement est important dans ce sens. Et puis aujourd'hui, on va mettre beaucoup d'espoir, j'allais dire, dans ce rapprochement entre ces deux couloirs de nage, comme vous nous les aviez imagés tout à l'heure, parce que je pense que la synergie des uns et la volonté des autres permettent d'avancer. Mais il reste un point essentiel, c'est quand même les techniciens. C'est-à-dire que c'est bien beau de se rapprocher aujourd'hui de Pôle emploi, etc., mais ça va nécessiter une connaissance, parce qu'on ne s'improvise pas conseiller Cap emploi. Ça demande une telle maîtrise des dossiers, des situations, qu'aujourd'hui, en fait, votre rôle à vous est primordial dans cet aiguillage. Donc on va espérer, bien entendu, que ce rapprochement soit profitable, mais je pense qu'il va l'être. Un petit mot de la fin, Isabelle ?
Juste, pardon, je vais interrompre, pardon Isabelle, mais simplement sur ce que vous venez de dire, Ludovic. Aujourd'hui, on a un gros travail de professionnalisation des acteurs. Vous évoquiez les CFA, les référents. Des CFA sont formés, professionnalisés. À l'identique, les référents des organismes de formation avec cette obligation qu'ils ont via Calliope. Il en est de même sur les entreprises de plus de 250 salariés qui ont un référent handicap. Pareil, on les professionnalise. Dans le cadre du rapprochement Cap Emploi, Pôle Emploi, on professionnalise les conseillers de Pôle Emploi. Donc 1500 personnes formées chez Pôle Emploi en 2021. Pôle Emploi en Hauts-de-France, c'est 4000 ou 4500 conseillers. Donc on a bien ce mouvement qui est en train de se faire, en train de s'opérer, et qui va nécessairement induire de la plus-value sur l'ensemble de l'écosystème au bénéfice des personnes et des entreprises. Peut-être en complément, oui, dans ce qui vient d'être dit par Yvan et en écho, c'est l'inclusion, c'est le droit commun. Donc tous les acteurs, les missions locales, les pôles emploi, n'importe quel acteur qui aujourd'hui est amené à accueillir une personne en situation de handicap doit être en capacité de l'accompagner au mieux. L'implantation du Cap Emploi, elle vient justement sur l'expertise, sur la plus-value, comme vous venez de l'évoquer, sur les situations qui sont les plus complexes et qui exigent en effet une connaissance pointue des impacts et des résonances du handicap dans un environnement de travail. Donc le droit commun, absolument, et le droit compensé en complément avec les acteurs que nous sommes en appui. Merci à tous les deux d'être venus témoigner. Je vous donne rendez-vous demain ici, à Le Ward, bien entendu, au centre minier. Demain, nous aborderons une émission basée sur le sport. Merci à nos partenaires, la région des Hauts-de-France. Merci à la GFIP de nous accompagner. Et merci au centre minier Le Ward de nous avoir accueillis aujourd'hui en ses murs. À demain. Première région automobile. Première région ferroviaire. Première région agroalimentaire. Première région en matière d'investissements directs étrangers pour les projets industriels. Un hub logistique international. Mais aussi une région avancée en matière de transition énergétique et de technologie numérique pour une économie plus responsable, plus durable, plus connectée et plus collaborative. La région Hauts-de-France, une région qui se transforme.